Bonjour, vous écoutez Demain, le podcast de Lyon Positif. Parce que demain s'invente aujourd'hui en faisant autrement qu'hier, Frédéric Duval part avec notre invité aux sources de l'engagement et de l'inspiration. Ouais, t'as déjà plusieurs vies, parce que t'es pas si vieux que ça quand même maintenant. 39. Ah, quand même. Ah ouais. Ah oui, donc Ouais. ouais, c'était un jeune papa, mais t'as pris le temps, quoi. On a lancé Time à 34. Ah, mais t'avais 35. déjà plusieurs vies en vrai. Oui, bah là j'avais déjà 4 boîtes à 34-35. Ok. Bon. Et sauver le monde, c'est plus compliqué ou pas? Comme Sauver charge. le monde, c'est... Parce que tu parlais de la charge mentale, mais en vrai... Je crois qu'il y a un texte qui dit apprenez-moi à avoir la sagesse de distinguer ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Et ouais, c'est ça. Et donc, je pense que quand on s'est lancé là-dedans, on avait quand même accepté que ça serait pas nous qui sauverions le monde et qu'il faut rester humble. Et qu'en fait, oui, ça allait être dur. Et c'est dur parce que l'état d'esprit des gens qu'on rencontre et qui ont du pouvoir sur des leviers qui peuvent activer ou pas des choses, ouais, il y a des rencontres extrêmement frustrantes, mais t'es obligé de faire avec. Ouais, mais c'est un peu, j'allais dire, tu sais, j'ai l'impression que la vie d'entrepreneur, c'est en fait apprendre à gérer ses impatiences, ses désillusions et ses frustrations. C'est-à-dire que tu es toujours en train de te dire, je voudrais ça comme idéal, et puis il faut que tu apprennes à te passer du truc que tu peux pas faire tout de suite, que tu n'as pas les moyens de faire, et qu'en fait, il faut quand même que tu essayes, quoi. Quand on nous demande est-ce que vous êtes satisfait de Time, où ça en est, nous, ce qu'on répond, enfin moi, ce que je réponds en tout cas, c'est de dire à la fois on est extrêmement frustré parce qu'on n'est pas du tout aussi loin que ce qu'on aurait espéré, et en même temps, quand on se retourne, c'est juste fou où on en est en étant parti d'absolument rien, quoi. Enfin, faut vraiment se dire qu'on n'a pas d'argent, pas de réseau quand on commence. Ça dépend, en fait, j'allais dire presque de l'énergie que tu as ou de l'état d'esprit qu'elle tient. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, très, très modestement, moi je vois quand on parle de Lyon Positif, selon mon humeur, je dis seulement 3 ans ou déjà 3 ans, quoi. Parce que parfois c'est lourd à porter, et en même temps tu te dis, ouais, mais en 3 ans, tu as déjà fait tout ça, c'est quand même un truc de dingue. Ou alors, ah ouais, on a fait que ça, quoi. Parce qu'on est dans une espèce de monde de l'hyper-vitesse avec potentiellement des grands investissements qui dopent les créations d'entreprises, etc. Et donc, on est sur des imaginaires où on peut être très gros en très peu de temps. Mais si tu prends toutes les industries historiques, les voitures, les trucs, c'est des boîtes qui ont 200 ans d'histoire. Donc en fait, tu peux être Peugeot, mais il te faut 200 ans de travail. Nous, on pourrait être le progrès, mais ça fait un siècle que ça dure, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est vraiment ce travail. Et la question de l'entrepreneuriat, c'est celui de la pugnacité. Qui lâche et quand? Il y a deux façons de réussir, hein, c'est être pistonné ou travailler. Et puis, tu as une part de chance parfois. Alors, totalement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'en parlent jamais, mais moi, Moi, je pense que c'est ce qu'on disait. Tu peux avoir une idée géniale, un produit génial, et puis si tout d'un coup, tu n'es pas dans le bon corner ou au bon endroit, puis tu passes à côté alors que ton truc, il est quand même bien, quoi. C'est ça qui est dur. C'est comme un bar, regarde, tu me parles de ton bar. Tu peux avoir un bar super sympa. Si les gens, c'est plus à la mode, ou ils passent pas dans ce quartier, ou tout d'un coup, il n'y a plus le tramway qui s'arrête, ton bar, il s'écroule. Pourtant, il est super bien. Ça, c'est la question de la visibilité, même. Ouais, mais je veux dire, il peut y avoir des tendances, il peut y avoir la mode, il peut y avoir des choses qui ne dépendent pas de toi, en fait. Ouais, et souvent, tu verras, c'est un truc qui m'énerve un peu, mais les entrepreneurs qui arrêtent leur boîte, très souvent, ils vont trouver des causes extérieures. Ça n'a pas marché, et c'est toujours les clients ne comprenaient pas, nana, voilà. Mais très rarement, ils vont utiliser la cause extérieure dans leur succès, donc parler de la chance ou des réseaux ou autre. Ça, ils vont jamais en parler. C'est grâce à eux, par contre, la réussite. Et ça, c'est une énorme tendance. Nous, la chance, on l'a intégrée dans notre stratégie à Time. Ça a été de dire, il faut qu'on crée un énorme bordel parce que de ce chaos vont naître des opportunités qu'on n'aurait jamais eues en restant tout petit, en fait. Et alors, ce qui est drôle, c'est que quand tu parles, tu es tout le temps en train de dire Time. Ouais, en fait, c'est plus le nom de Time. C'est vrai. Comment ça s'est passé, ça, ce truc? Parce que j'imagine que ça a été un sacré coup dur. Parce que au départ, c'est Time for the Planet. Ouais. Et puis, raconte-nous un peu. T'as un gars qui, je sais plus, il est expert comptable, je sais pas où, à Orléans, ou je sais plus dans quel bled, et tout d'un coup, il vous dit, les gars, vous faites la même chose que moi, c'est ça? Franchement, l'histoire, elle est assez hallucinante. Un jour, on reçoit un courrier accusé de réception. Le gars, il parle de plagiat, de parasitisme. Alors, c'est des notions juridiques, il y a des définitions. Plagiat, c'est de contrefaçon. Enfin, tu vois, contrefaçon, c'est un objet physique. T'as imité, quoi. T'as imité un objet physique. Faire exprès de copier un faux sac, machin. Donc, dans notre cas, déjà, évidemment que non. Donc, il y a une espèce de gloubi-boulga juridique. Et peut-être que là, pour le coup, on n'a pas fait assez preuve d'humilité. Tu vois, on a tellement eu l'impression que c'était quelqu'un qui
chercher à nous faire peur, sauf qu'en fait ou on à est exister, juriste. ou à se faire plaisir. Donc du coup on lui a répondu aussi par AR, alors que d'habitude notre façon à nous de faire c'est de voir les gens. Et la grosse anecdote problématique, c'est que notre avocat a écrit pas au 23 mais au 25 ou l'inverse. Donc notre réponse il a jamais eu. Donc j'imagine qu'entre-temps une personne que tu n'appelles pas, que tu ne rencontres pas, il se braque. Ouais. Et donc tout d'un coup on reçoit une assignation. Donc déjà nous on était un peu sur le cul, tu vois. Et en référé. Ouais. Qu'en référé, on se dit, pareil, on est juriste, on se dit, il faut un truc urgence, un truc vraiment manifestement illégal, d'ordre public, tu vois, quelque chose de... T'as fait une grosse connerie, quoi. Et là, en l'occurrence, tu peux dire qu'en effet, on a le même domaine d'activité ou autre, mais il faut quand même un juge qui tranche, parce que pour le coup, on fait pas du tout la même activité. Lui, il vend du conseil. Nous, on vend pas de prestations. Donc déjà, de base, on peut pas lui prendre un client. Notre avocate, un jour, elle dira d'ailleurs au tribunal à la barre, elle dira Monsieur le juge, vous comprenez, un actionnaire de Time peut être client chez Monsieur X et un client de Monsieur X peut être actionnaire chez Time for the Planet. Donc on voit bien qu'il n'y a absolument pas de concurrence. Et le truc, c'est que ça a été kafkaïen, c'est-à-dire que c'est remonté, on a fait, donc c'est passé en première instance. Le fait, alors c'est très particulier parce qu'on nous a dit qu'on n'avait plus le droit de se servir de la dénomination sur les réseaux sociaux. Sauf que la marque, elle n'a pas été remise en question. Donc du coup, tu te dis pourquoi je devrais m'appeler par ma dénomination sociale et pourquoi j'ai pas le droit d'utiliser ma marque, qui elle est bien déposée à l'INPI, qui est propriété de la société. Donc tu vois, c'est un gros gloubi-boulga. Là, on gagne une procédure d'urgence avant l'appel en disant mais attendez, cette personne-là, il y a... Je vais pas aller dans le détail, mais il y a des choses qui font que si on lui donne de l'argent, on n'est pas sûr de le retrouver et il y a des faits historiques qui le prouvent. Et puis, si on doit changer, mais qu'en fait, en appel, on a raison, c'est des centaines de milliers d'euros qui se perdent, quoi. Donc, en attendant ça, en effet, comme le juge dit, comme vous avez de grandes chances de gagner en appel, en effet, on suspend l'astreinte. On arrive en appel, et là, il y a de nouveau un peu des trucs lunaires. Nous, ça nous a fait mal en tant que juriste de formation de se dire waouh, la justice n'a vraiment très peu de moyens. En appel, tu sièges devant 3 juges normalement, il y en avait qu'un, et puis visiblement qui connaissaient pas beaucoup le droit des... Oui, parce que le droit des sociétés, de la protection industrielle, ça c'est des vrais sujets, c'est assez technique. Normalement, il y a que la cour de Versailles qui peut juger en matière de marque. Et là, on est toujours en référé, mais pour un truc de... Officiellement, lui, il veut nous attaquer sur la marque, sauf qu'il sait qu'il n'est pas devant le bon tribunal. Donc, du coup, il dit qu'il y a une concurrence déloyale. À aucun moment, il démontre qu'on lui a volé le moindre client. Et ça passe quand même à chaque fois. Et nous, décision après décision, on hallucine. Par exemple, on nous dit, et tu le sais, un cabis, c'est une carte d'identité d'une société. Ouais. Et le juge va jusqu'à dire qu'on ne prouve pas qu'on est à but non lucratif. D'ailleurs, au passage, qu'on le soit ou pas, ça ne change rien. Mais ils disent que parce que c'est pas écrit dans notre cabis, eh ben... Enfin, c'est dans aucun cabis au monde, en fait. Non, c'est comme si tu marquais sur ta carte d'identité, j'ai les cheveux longs en ce moment. C'est ça. Et en fait, t'avais un espèce de, tu sais, de truc le comte de Monte Cristo. Il est en prison et à chaque fois qu'il y a une révolution là en France, il dit mais du coup je peux sortir. Ah mais j'ai aucune raison d'être là. Il dit mais si vous êtes là, c'est qu'il y a bien une raison. Non, et ben nous, c'est un peu le même truc qui nous est arrivé. C'est non, mais attendez, si on est en appel ou en ci ou en ça, c'est bien qu'il y a ça. Et la difficulté, c'est que quand quelqu'un fait un référé, en théorie, il doit aussi faire une deuxième procédure en parallèle pour aller au fond. Le référé, c'est pour gérer l'urgence. Le reste, c'est pour le fond. Ben ça a duré 2 ans en référé. Il n'a jamais introduit au fond. Nous, on ne peut pas s'auto-saisir au fond parce qu'on est attaqué. Et donc, en fait, on est sur une décision qui est censée être temporaire, sans date de fin, et sans pouvoir forcer ce monsieur à aller au fond. Donc, c'est vraiment du délire. Et au final, alors du coup, qu'est-ce que ça a donné ? Parce qu'il y a la dimension juridique, mais comment est-ce que tu l'as vécu avec l'équipe ? Puis on reviendra un peu sur l'histoire de Team for the Planet maintenant. Mais comment vous l'avez vécu ? Est-ce que tu as dit c'est injuste, c'est une saloperie ? Est-ce que ça vous a fait perdre de l'énergie ? Ou est-ce qu'en fait ça vous a motivé ? Vous êtes allé plus loin ? Comment est-ce que vous avez vécu ça avec le groupe, le noyau dur de départ là ? Alors déjà, contrairement à ce que se croyait ce monsieur disait, il donnait des cours de droit des marques. Et donc pour lui, une entreprise qui réussit, c'est parce que la marque, elle est bien. Nous, on est entrepreneurs, on sait très bien que c'est parce que tu mets en œuvre quelque chose que ensuite ta marque devient connue et que voilà, mais c'est tout. C'est une marque en soi, ça vaut rien.
Donc forcément, nous déjà, globalement, la marque, on s'en fichait. On l'a trouvée super bien parce que elle résonnait bien, les gens la retenaient, elle était bien associée au logo, etc. Et c'est vrai que sur tous ces passages pendant 2 ans, on se dit, de toute façon, c'est évident qu'on va gagner à un moment. D'ailleurs, on n'a pas du tout perdu, hein, mais parce qu'il n'a pas du tout eu l'argent qu'il demandait à chaque fois. Il a été totalement retoqué, même s'il s'est vanté de gagner tous ses procès, alors qu'en fait, non. Ouais, parce qu'en fait, derrière, il voulait obtenir un peu d'argent, en vrai. Ah bah, il nous demandait, un paquet, en 7 chiffres. Ah ouais, quand même. Donc, il avait senti, en fait, derrière, il avait senti le coup en disant, tiens, là, tiens, quelque chose de... Ouais. Honnêtement, on l'a rencontré à Paris, il nous a fait couper nos téléphones, il y a eu tout un truc, quoi, et il nous a demandé des millions d'euros. Et je sais pas, je pense que on est dans des mondes qui sont mais pas ça les a mêmes. pris de la bande passante et de l'énergie quand même. Et ça a été le problème, donc nous on s'est préservé, déjà ça c'est quelque chose d'important. On a dit, sur l'équipe, on est 3, on était 3 à s'occuper du sujet. Et les autres on préserve les autres, voilà. Donc c'était un sous-sujet, parce que quel que soit le nom à terme, ça nous arrêterait pas dans notre mission. Donc déjà ça c'est une première chose. Et puis à la fin, un jour on décide que, parce qu'on avait un enjeu, on a un bateau qui a notre nom et qui va faire le Vendée Globe. Là pour le prochain Ouais, le prochain. Il y a un bateau qui s'appelle qui a le gros logo et il y a écrit Team for the Planet sur ses voiles. C'est quoi, c'est 2026 ou un truc 2024. comme ça 2024. Là Attends. Oui, ça part à la fin de l'année. À la fin de l'année. Ah ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la personne qui nous offrait, la boîte qui nous offrait le naming, elle était quand même un peu en stress de dire attendez, les gars, c'est quoi on fait comment, quoi. Et donc et qui a eu l'idée géniale de garder du coup le T, parce qu'en fait c'est ça, c'est tout pareil, mais vous avez transformé Time en Team, mais en fait c'est assez génial. Bah déjà, il faut savoir que 2 ans avant, à un moment, moi moi j'aime pas le conflit. Et je me dis, ce gars-là, il faut qu'on le rencontre, il faut qu'on parle et tout. Et je dis, mais il y a un truc, les gars, on garde les lettres, Team for the Planet, équipe, ça revient exactement même. À l'époque, Mehdi était hyper attaché au nom. Et il y a beaucoup de boulot de référencement qu'il a mis en place. Enfin, tu vois, il y avait un renoncement. Et puis, quand tu connais les bases juridiques du problème, tu te dis, non, mais on va pas changer de nom maintenant. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on est dessus. Voilà. Donc on en reparle, enfin voilà, on se dit jamais on va avoir besoin de changer de nom. Donc on choisit de le faire pour clarifier et surtout pour préserver celui qui sponsorise le bateau, parce qu'on se dit on va pas lui faire courir un risque, c'est déjà magnifique le cadeau qu'il nous fait. Et donc notamment on a un grand séminaire. C'est quelqu'un de connu, d'inconnu, c'est un investisseur privé ou enfin c'est quelqu'un c'est en gros comment ça marche les courses de bateau. Il y a des écuries, on va dire que eux c'est les sportifs, et après ils ont des sponsors, donc souvent c'est une boîte ou un mécène parce que qui souvent va c'est financer associé l'écurie. à une grande banque ou tu vois, je pense à... C'est ça, et donc généralement la contrepartie du financement c'est que le bateau prend le nom de la boîte. Et ce gars-là, cette boîte-là, en gros, le dirigeant de cette boîte-là, lui, il voulait faire avancer des causes. Et il y a 4 ans, il s'appelait Linked Out, le bateau. Et là, il y a 2 bateaux. Il y a le bateau Linked Out qui s'appelle Entourage maintenant. Et un deuxième bateau qui veut dédier, donc le premier au For People et le deuxième donc For c'est Planet. un gars qui a une boîte qui, au lieu de se servir de ça pour vendre sa marque, vend autre chose. Ouais, il est écrit en tout petit sur le bateau. Donc c'est déjà quand même pas rien, quoi, comme démarche. Le bateau, il n'y a pas le nom de sa boîte. Il va pouvoir partir, ce bateau. Et ouais, c'est quoi l'idée de s'associer à un truc comme le Vendée Globe ? C'est par rapport à la nature, la mer, la notoriété, l'image ? C'est pour réussir, il y a deux besoins à l'organisation Team for the Planet, pardon. Pour finir, parce que tu m'as quand même demandé d'où il vient. Donc on est en séminaire et on commence à chercher des noms. Et à un moment, alors là il y a un gros débat parce qu'il y a un nom qui sort, c'est Cool. Et là, il y a vraiment l'équipe, elle est splittée en 2, quoi. Ceux qui trouvent ça absolument génial et ceux qui sont en mode les gars, arrêtez, quoi. C'est pas possible, c'est plus du tout nous. Et en fait, on ressort à ce moment-là Team for the Planet et je sais pas pourquoi à ce moment-là, il y a une unité extrêmement vite qui se fait, alors que 2 ans avant, on est en mode on l'envoie chier cette idée, quoi. Ouais, ce qui prouve aussi la capacité du noyau dur, mais on va revenir un peu sur toute l'histoire, à bien se garder. Alors, oui, ça c'est. Du coup, sur ce bateau, tu me disais, il y a donc le bateau, besoins. Pourquoi Souvent les gens nous disent de quoi a besoin Team for the Planet, comment je peux vous aider, etc. Et c'est simple, si on réduit au minimum les besoins de Team for the Planet pour réussir, c'est de la notoriété et de l'argent. Si on n'a pas d'argent, on peut pas financer des projets. Donc ça c'est mathématique. Et si t'as pas de notoriété, tu peux pas lever d'argent.
Exactement. Donc en fait, quand tout d'un coup on vient nous dire bah, moi je veux faire avancer votre cause, je vous offre une portée mondiale sur plusieurs mois, est-ce que vous êtes OK? Ça vous coûte pas d'argent et on est même prêt à financer un poste pour gérer toute la relation média ou autre, le lien avec la boîte et tout. C'est un Parce vrai que gros cadeau. on sent ça. venir le piège à un moment. Oui, vois, tu te dis, c'est oui, mais pas attends, possible. si tout d'un coup je vais être au service de Ouais. votre projet, nous l'équipe elle est toute petite, c'est un risque. Et donc du coup, au-delà de sponsoriser, de nous offrir le naming, il y a eu un investissement de cette boîte dans Team for the Planet de l'ordre de 5 millions d'euros. Donc c'est un double cadeau. Et le triple cadeau, c'est qu'il y a aussi un poste qui a été créé, mais financé par cette C'est boîte. quasiment le Père Noël. Là. Ouais, C'est dingue. c'est totalement ça en fait. Bon, tu vois, c'est une histoire de foi. Alors, pour qu'on comprenne, Nicolas Sabatier, l'histoire, parce que ton parcours, moi, à chaque fois, me laisse pantois et incroyable ce que tu as pu faire en peu de temps. En fait, c'est le point de départ. Comment tu te qualifierais, toi Est-ce que tu es un... C'est un terme que j'aime pas trop, mais tu sais, on dit parfois serial entrepreneur, mais je trouve que ça fait un peu trop Startup Nation. Tu sais quoi, tu es un entrepreneur. C'est quoi entreprendre pour toi? Parce que tu vas nous raconter l'histoire, mais tu as commencé très très tôt, juste après tes études, et tout s'est enchaîné. C'est quoi ton moteur, en fait, là-dedans? Alors moi, il faut savoir déjà, mon mode de fonctionnement à moi, c'est pas du tout l'entrepreneuriat à la base. Moi, je fais partie des gens avec la pensée magique. Parce que je pense très fort des trucs trop bien, bah, il suffirait que ça se fasse Trop pour top. que ça règle des problèmes. Et ça marche pas. Bah non, parce que je commence jamais rien. Ah oui. J'ai 10 idées de livres dans ma tête, mais j'ai toujours pas écrit un mot. Donc ils verront jamais le jour. T'es lucide en même temps, ça va. Alors oui, mais parce qu'il y a eu cette rencontre du coup à la fac avec donc à la fac, Medicoli. Ouais. Et Medicoli, lui, il se lance dans ce projet-là, qui est de créer un organisme national de colonies de vacances pour favoriser l'accès aux classes moyennes et aux enfants en situation de handicap, qui, en résumé, sont exclus des colos en général. Et en fait, j'apprends à ses côtés, lui, il n'a jamais entrepris non plus, il a 23 ans, c'est juste qu'il veut concrètement résoudre un problème de société. Et moi, à cette époque-là, j'ai hyper peur du monde du travail parce que j'ai l'impression que ça rend les gens tristes, le fait de travailler. Et ce que j'ai envie, c'est de rendre les gens heureux. Moi, mon rêve, c'était d'être footballeur. Pas du tout pour l'argent ou la gloire, mais parce que quand tu peux faire une passe décisive ou marquer un but, t'as un pays entier qui est heureux. Il y a plein de copains et plein de monde qui te serrent dans les bras. Voilà. Mais même ça, même que entre eux, dans leur salon, tu vois, c'est juste rendre les gens heureux, c'est un truc de fou. Et donc, j'appréhendais pas mal. Et à ce moment-là, du coup, il m'embarque dans ce projet, il m'en parle. Moi, je peux apporter des trucs. À l'époque, le rigoureux de la bande, c'est moi. Et ce qu'on essaye de vérifier, c'est finalement des gens qui sont exclus des colos, est-ce qu'on peut les intégrer au colo? Alors, j'avais une affinité. Moi, j'ai fait du scoutisme. Donc, j'avais une affinité pour ça. Et lui, dans les colos. Et en fait, à ce moment-là, on se dit, OK, donc il va falloir de l'argent. L'argent, je m'en méfiais. Mais à ce moment-là, je me dis, OK, l'argent, il en faut pour faire fonctionner notre projet pour qu'il tienne. J'avais été dans beaucoup d'associations qui courent après les subventions, doivent rendre des comptes, et moi je suis un côté très anarchiste, j'aime pas rendre des comptes. J'aime bien être indépendant et autonome. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais oui, c'est ça la clé. Si jamais tu as une activité qui te permet d'avoir de l'argent, tu dois rien à personne, et t'es libre. Donc on se lance là-dedans, en pleine crise des subprimes, sur un marché bouché, tout le monde dit vous n'y arriverez jamais. Et 2008, un truc comme ça. Ouais. Et en 3 ans, on a fait 1 million de Non, la 3e année, il y a eu 1 million de chiffre d'affaires, 1100 enfants qui partaient dans 4-5 centres en France, etc. Et en 7 ans, on avait autofinancé plus de 200 000 euros d'aide au départ pour des enfants. Ça représente plusieurs centaines de familles. Et donc là, il y a vraiment ce marqueur de tu peux avoir une activité économique dans le but de résoudre un problème de société. La différence entre une association et une société, c'est pas que la finalité, qu'est-ce qu'on fait de l'argent. C'est aussi le mode de gouvernance. Et parce en fait, une entreprise, pour toi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas pour faire de l'argent. Une entreprise, elle doit être rentable, mais elle doit servir une cause. Et c'est quoi? C'est du mouvement, c'est de l'action. C'est entreprendre, c'est agir en fait, c'est résoudre des problèmes pour toi. C'est ça, parce que ça répond à ta question du début. Le côté est-ce que je suis entrepreneur? À la base, pas du tout. Mais ce que je découvre avec ça, c'est que une fois que tu as une idée, quand tu commences à la mettre en œuvre, et c'est le truc le plus dur, l'idée c'est 1% de la réussite. 99% c'est du travail et c'est de l'acharnement. Et donc, tu peux réellement changer des choses. Nous, on a vu des enfants, des familles
qui ont revu. Littéralement, un jour, il y a des parents qui nous ont dit, notre fille, vous savez, avant l'été où elle est venue, et ça faisait 3 ans maintenant qu'elle venait avec nous, avant la première année qu'elle était, elle voulait se suicider. Parce qu'elle a un handicap extrêmement lourd, et maintenant, elle fait des études de Sciences Po. Ah, donc ça, c'est plus que satisfaisant. Là, pour le coup, tu as rendu des gens vraiment heureux, quoi. Exactement. Et comment est-ce que ça bascule? Pourquoi est-ce que vous arrêtez ou pourquoi tu changes ou qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avec Mehdi, vous êtes tous les deux, et il y a 6 fondateurs en tout, et on va suivre un peu l'histoire, mais vous êtes un peu le noyau dur du point de départ de taille, mais qu'est-ce qui vous fait passer à autre chose alors? Eh ben, assez vite, en fait, avec Mehdi, on se met à rêver d'une sorte on appelle ça la pieuvre, d'une sorte d'entreprise qui crée des entreprises. Et on se dit, si ces entreprises, elles créent du travail, on sort des gens de la précarité. Et ça, c'était, à l'époque de la crise des subprimes, un sujet hyper important, tu vois, que les gens puissent travailler et puissent vivre. Et il faut faire en sorte qu'il y ait une sorte de rustine sur cette société, que l'argent, les bénéfices générés restent dans cette structure pour refinancer des projets toujours plus gros. Nous, à l'époque, 2008, on n'a pas fait d'études d'entrepreneuriat, d'école de commerce. On ne sait pas qu'on peut se faire financer. La banque en bas de chez nous, à l'époque, on ne savait même pas qu'elle pouvait nous prêter de l'argent. Quand on a créé Vitacolo, on a fait nos économies d'étudiants, on a emprunté auprès de nos potes et de nos parents, et c'est comme ça qu'on a créé. On ne savait pas qu'il y avait des levées de fonds, on ne savait pas qu'il y avait des prêts bancaires, etc. Donc, à ce moment-là, on se dit ça serait incroyable que le projet final de ce gros projet La Pieuvre, ça soit une banque qui ne finance que de l'économie réelle, des particuliers et des entreprises. Et donc, ce projet-là, on se dit, pour l'amorcer, il va falloir de l'argent. Et donc, du coup, Mehdi, lui, assez rapidement, il part monter des boîtes dans la tech, dans le référencement Internet. Moi, je ne peux pas partir en même temps que lui parce que si on part tous les deux en même temps, les fondateurs, le gap, il est trop gros pour la structure. Donc, je reste encore 3 ans. Et en 2010, moi, je pars marcher, je traverse toute la France à pied. Donc là encore, comme dans l'entrepreneuriat, on me dit ça marchera jamais, parce que le but, c'était de frapper aux portes et de demander l'hospitalité aux gens. Ah oui. Ouais. Mais c'était quoi, une démarche perso, j'avais envie spirituelle, un peu non, pas spirituelle. De rencontre, de rencontre. En fait, en gros, moi, je crois beaucoup à l'humain. Au fond de moi, et c'est ma croyance, l'humain, il est bon et il est prêt à aider, vraiment. Et pendant des années, on m'a dit t'es un naïf, c'est pas vrai. Il faut se méfier des gens, etc. Et à ce moment-là, j'ai envie de m'y confronter. Et je me dis, ok, je vais partir et je vais frapper aux portes et je vais voir. Et si ça marche pas, l'humain est con. Mais si ça marche, il ne faudra plus me dire que c'est pas vrai, je l'aurais expérimenté. Tu frappes à la porte et tu leur dis quoi? Tu dis bonjour, je veux voir si t'es bon, je veux voir non, pas du tout. Quoi, non, je piège pas les gens. Non, mais c'était quoi je disais, ma phrase, c'était bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans, je traverse toute la France à pied de Lyon jusqu'à Brest. Et le soir, je frappe aux portes pour être logé. Je voulais savoir si vous m'accorderiez l'hospitalité pour la nuit. C'était ma phrase type. D'accord. Et j'avais une règle éthique, c'était de ne jamais mettre mal à l'aise les gens qui hésitaient. Ne jamais forcer. Ouais, si tu sentais que voilà, hop, Je disais cette phrase et la personne, soit c'était oui, soit non. Et quand elle hésitait, je disais, vous inquiétez pas, je peux continuer. Et j'ai une scène comme ça où une dame, pendant littéralement 10-15 minutes, elle fait que dire oui, non, je peux pas, mais je vais pas vous laisser comme ça, etc. Et au final, du coup, elle m'a dit, allez voir le voisin, et puis si le voisin, il vous dit non, revenez. Je suis allé voir le voisin, il m'a dit non, mais je suis pas retourné embêter cette dame. Ou alors, tu as une autre anecdote d'une dame, il y avait 4 maisons dans le bled, et il allait faire nuit. Donc, autant te dire, et j'étais à la 3e maison sur 4. Et je me dis, la dame m'ouvre, elle me dit, c'est comme j'irai dormir chez vous. Et je me suis toujours demandé, j'étais en train de regarder l'émission en ce moment même, et je me suis toujours demandé ce que je ferais si ça m'arrivait. Dans ma tête, je me dis, c'est gagné, ça ne lui arrivera jamais dans son bled de 4 maisons. Et elle me dit non. Et elle me dit non, mais comprenez, mon mari, il est en chemin. Bien évidemment, il y avait des portables à l'époque, tu vois, et je lui dis pas, appelez-le, tu vois, je dis d'accord. Et je suis allé dans la 4e maison qui m'a accueilli. Et t'as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 3 mois. Et qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui? Est-ce que tu as... Puisque tu parlais de livres, est-ce que tu as écrit quelque part? Est-ce que tu avais comme un carnet de voyage? Est-ce que tu as gardé des souvenirs ou c'est que dans ta tête là? Alors c'est très drôle que tu me dis ça. J'ai écrit un blog. Ma chérie de l'époque, elle avait transposé ce blog sur un petit manuel papier. Ce blog a disparu, j'ai tout perdu, il n'existe plus. Et il reste ce manuel qui est chez les parents d'une copine. Donc, tu vois, ça tient un fil que je perde absolument tout ce que j'ai écrit. Putain, c'est collector. Mais je peux encore le récupérer et en faire quelque chose. Et ça te tente pas encore? T'es trop occupé là? Non, de plus en plus. Mais au fond de toi, du coup, ça t'a appris quoi? Donc ça t'a conforté sur le fait que la nature humaine, c'est globalement des gens qui sont... bons et prêts à faire des choses en fait. Mais c'est totalement, parce que ce qui est drôle, c'est qu'on me disait à la fois ça marchera pas, et les gens qui me disaient ça, ils l'avaient pas expérimenté, mais ils se permettaient de le dire. Oui, mais c'était peut-être aussi une sorte de peur de
parce qu'ils oseraient pas le faire ou parce qu'ils voulaient, tu vois. Totalement. Quand Mais on veut pas poser la question, c'est souvent qu'on veut pas entendre la réponse. Tu vois. on est d'accord. Mais presque avec, si t'as une honnêteté intellectuelle, tu dis pas ça va pas marcher. Non, Tu mais- devrais dire j'ai peur pour toi que ça Ouais, marche ouais, pas oui, ou j'en bien sais sûr. rien. La Mais en tout cas, formulation, ils disaient ça et moi j'étais au même titre qu'eux, mais j'affirmais rien. Je savais pas. Peut-être qu'ils avaient raison. Et ce qui est drôle, c'est qu'au retour, ces gens-là, tu vois, ils avaient besoin de se rassurer sur le fait qu'ils s'étaient gourés. Et cette fois, ils me disaient mais ça a marché parce que c'était des gens comme toi. Ouais, la fameuse cause extérieure, alors que. Tu vois. Exactement. La réussite, c'est grâce à toi. L'échec, c'est à cause des autres. Et donc là, cette personne me dit, et je lui dis, mais c'est quoi des gens comme moi? Il me dit, des gens un peu comme toi, un peu jeunes, un peu écolo et tout. Et je dis, non, pas du tout. En plus, là encore, ils affirmaient un truc. Ils n'avaient pas lu le blog. Les gens qui m'ont hébergé, ils avaient de 22 à 65 ans. Il y a même des gens de 85 ans qui m'ont invité à manger chez eux. Et donc voilà, après la catégorie socio-professionnelle, j'ai eu de tout. De l'ouvrier aux dirigeants d'entreprise. J'ai eu toutes les compositions familiales possibles et imaginables. Et dans toutes ces régions de France. Pareil, on ne peut pas me dire telle région est la plus accueillante. Donc, et est-ce que tu as l'impression que ça a changé quelque chose après à ton fonctionnement, à ta mécanique? Ça t'a donné un certain nombre de certitudes? Est-ce que... Ça m'a donné une énorme confiance sur le fait qu'il y a beaucoup de choses possibles, sur le fait que oui, les humains sont aidants. Ouais, du coup, tu doutes moins de l'autre en général, quoi. Je doute. Déjà, je doutais pas de base, mais maintenant. Et du coup, tu doutes pas non plus de ce que tu fais, toi? Ou est-ce que tu arrives quand même à douter de toi? Malheureusement, je doute beaucoup de moi tout le temps. Pas des autres, mais de toi. Tu disais, parce que les gens étaient là en train de dire, peut-être c'est parce que tu es écolo. Est-ce que tu te définirais comme un écolo, en fait? Ça dépend ce qu'on met derrière ce mot. Voilà, déjà, parce de que base, je dirais. Quand on pense à l'action, et on va y revenir, de Team for the Planet, on se doute qu'il y a quand même un truc pour sauver la planète, que c'est l'environnement, que c'est l'écologie. Mais est-ce que c'était un peu ton levier ou c'est arrivé par hasard un peu cette histoire? Alors, j'ai toujours été sensible à ça, dans le sens où dans les années 90, je voyais des gens jeter des trucs par terre. À l'époque, ça se faisait quand même beaucoup encore. Ça me faisait un pincement à chaque fois. Donc, t'avais un truc, tu savais pas ce que c'était, mais ça t'agaçait. Non, mais parce que, je sais pas, mes parents m'emmenaient en montagne, en rando, et là-bas, t'as pas de papier. Donc, en fait, et on te dit de faire attention au tien. Donc, il y avait une sensibilité. À l'époque, quand même, il y avait le début du recyclage du verre. On se remarque ça peut-être encore avant, mais des piles. À l'époque, je me souviens, on avait des sensibilisations sur ces trucs-là. Les océans. Enfin, il y avait un peu des trucs, mais... non, c'est une sensibilité naturelle à l'autre ou à prendre soin d'eux. Et ça, c'est un truc qui est c'est une écologie un peu globale, comme un écosystème, pas simplement que ce soit les plantes, la biodiversité, une plante, un animal ou un être humain, c'est pareil. Il faut prendre soin des choses qui ne peuvent pas se défendre. Donc tu reviens avec ça, et comment tu avances? C'est quoi l'étape d'après? Parce que en fait, tu as créé aussi plein d'autres trucs. Tu m'as raconté ça, un bar, enfin quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette envie de fabriquer, de créer? Est-ce que c'est parce que tu te laisses emporter? Est-ce que c'est parce que tu sais pas dire non? Est-ce que c'est juste parce que c'est fun et que tu trouves ça sympa? Enfin, c'est quoi le levier? C'est ça. En dernière année d'études, il y a un prof qui nous demande comment on voit notre carrière, et je sais pas, il nous demande d'écrire sur un bout de papier. Et cette phrase, elle m'énerve parce que moi, ça me terrorisait le travail, et une carrière, ça me fait encore plus peur. Et un peu de façon provoque, j'aimais pas trop ce prof. Je lui écris et je lui dis, moi, ma vie, je la vois un peu à la force des vents, des vagues. J'irai où les choses le vent me porte, les rencontres, etc. C'est hyper poétique. C'est pas du tout moi, parce qu'en vrai, je suis un vrai angoissé et flippé de qu'est-ce que je vais faire. Mais c'est peut-être ça que tu combats aussi. Mais c'est un truc que je fantasme un peu, et je réponds par provoque. Et le truc, c'est que ma vie s'est passée comme ça, parce que Mehdi, je le rencontre via une pote, et puis en fait, on tombe amoureux amicalement, et on fait les 400 coups, et on monte une première boîte. Ensuite, donc, je monte un bar-restaurant sur quasi un délire, parce que quand je reviens de ma rando, j'ai qu'une envie, c'est de devenir charpentier, de construire des maisons en bois écolo aux gens. Normal. Attends. Et Jésus-Christ, je te dis, il y a un petit truc quand même sur le charpentier. Je me fais planter par mon employeur. Et là, sur un délire de potes, on se dit, venez les gars, on monte un bar. Et moi, le bar, là où ça me parle, c'est pas pour la fête, l'alcool ou je ne sais quoi, c'est qu'en fait, on accueille des gens et on prend soin des gens. Et ça me parle. Quelqu'un d'autre le côté rendre les gens heureux. En fait. Ouais. Et à qui tu apportes quelque chose. Et du coup, je dis, ok, on monte un bar, je monte un bar, et je vais faire en sorte que tout ce que j'aime pas dans un bar, dans le côté mauvais accueil qu'on me fait, tous les trucs qui me font râler, je vais voir si je peux les corriger. Et du coup, là, j'ai fait ça, j'ai expérimenté ça sans jamais avoir travaillé une seule fois de ma vie. Des anecdotes rigolotes, je suis allé rencontrer tous mes confrères / concurrents. Je suis allé me présenter.
Et plein de gens m'ont dit, Bonjour. mais t'es fou, c'est tes concurrents. Ouais. Bah ouais, mais moi, c'est comme ça. Je suis allé me présenter, je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient et ils m'ont tous aidé. Tous. Ah ouais. Donc voilà. Comme quoi, quand tu fais la démarche, en fait, c'est le fait d'aller vers l'autre. ouais, qui. Ouais. Ça, c'est des choses qui sont énormément issues, inspirées de l'éducation populaire, c'est-à-dire le fait d'apprendre de tout le monde à tout âge, en tout lieu. Et donc forcément que le commerçant qui a 10-15 ans de métier, il a un des truc trucs à t'apprendre, m'apprendre. bien sûr. Et forcément que moi, avec mon regard différent, je peux aussi lui apprendre des trucs. Ce que j'ai expérimenté à l'Athénium, c'est le management libéré. Le fait de laisser les salariés extrêmement autonomes, le fait de les laisser prendre des initiatives, des risques. En fait, je leur ai inculqué un esprit entrepreneurial au sein de mon organisation. Je les ai pas contrôlés. C'était déjà quand même assez en avance, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'entreprise libérée, de l'entreprise agile, de la confiance, etc. Mais tu le faisais, j'allais dire, comme Monsieur Jourdain, sans forcément le savoir. Tu avais ça en toi, et ça fonctionne en fait. Bah, y a deux choses pour le fil, pour faire avancer le fil, tu vas voir, c'est que moi, j'aimerais pas avoir un chef, et du coup, je me dis, je vais quand même pas leur mettre un chef. Et en même temps, l'autogestion toute horizontale, ça marche pas non plus. Ouais. C'est un échec, je l'ai essayé aussi. Et du coup, j'ai découvert ce truc-là où finalement, il y a des responsables qui ont des pôles, des domaines d'initiative, etc. Et que s'il y a un cadre hyper sain, hyper clair, tu peux les autonomiser, leur faire confiance. Et oui, ça marche. Ils ont les cartes bleues de la boîte. Je contrôle pas ce qu'ils achètent ou pas avec. Il y a des gens qui me disent, mais t'as pas peur? Mais peur de quoi? Le pire qu'ils pourraient acheter, c'est quoi? Je sais pas, une voiture. Bon, ça, je le verrai. À un moment, le banquier va m'appeler pour une voiture. Bonjour, dans votre bar, la voiture, elle est bien. Puis on n'achète pas une voiture avec une CB, a priori. Mais pourquoi pas? Et donc, du coup, c'est juste revenir à la raison de dire, il y a une peur. Ah, mais ils vont peut-être faire une grosse dépense qui va mettre en péril ton entreprise. D'accord, ça, c'est la peur, c'est l'émotion. Ouais. En face, t'as la raison. Ok, il pourrait se passer quoi? Ok, allez, 50 000 balles, il pourrait acheter une voiture. 100 000 balles, je sais même pas combien ça coûte une voiture. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu dis, bon, bah, soit il a une bonne raison de l'acheter. Déjà, le premier réflexe, c'est de lui demander qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête. Il y a peut-être une très bonne raison. Et puis, si finalement tu juges qu'il n'y a pas de bonne raison, tu restes quand même le dirigeant et tu revends la voiture. Et tu vas peut-être perdre un peu de plume, mais c'est pas ce qui va. Voilà, et du coup, est-ce que tu serais capable après de faire encore confiance à quelqu'un comme ça qui t'aurait fait ça? Là, il perdrait quand même ta confiance derrière. Alors, sauf s'il a une vraie raison. Non, parce que je pense que s'il fait ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Ouais. Là où quelqu'un perdrait ma confiance, c'est oui, je sais pas, il a payé 30 restos à tous ses potes, il a payé une soirée avec la carte bleue de la boîte. Bon, bah là, en effet, le lien de confiance, il est rompu. C'est pas pour acheter un truc parce qu'il était dans la merde et qu'il en a eu besoin à un moment. Mais voilà, même ça, s'il a besoin et tout, ok, explique-moi. Avoir ce réflexe de poser la question à l'autre. Ouais. Ça vient d'un jour où une fois dans le scoutisme, il y a le groupe des garçons, on les attend, il fait froid, il pleut, on les attend, on les appelle, ils viennent pas. Ils arrivent, on les défonce, on les pourrit. Et là, il y en a un qui fait, bah en fait, les filles à cause du vent, elles arrivaient pas à monter leur tente, du coup on a monté leur tente à la place. Et là, je me dis, tu viens d'engueuler des gamins qui ont filé un coup de main aux autres. Ouais. Donc ça va, ouais. Et du coup, à partir de là, ça a toujours été ce réflexe de toujours un peu avoir plutôt que de te tromper. En tout cas, toujours commencer par poser la question à une personne qui a fait un truc que tu ne comprends pas au premier abord. Explique-moi. Et après on fait le tri. Parce que les gens, la plupart du temps, ils font pas les choses contre toi. Ils font les choses peut-être de façon maladroite, mais il n'y a jamais une mauvaise intention. Est-ce que tu avais parce que chez les scouts, il y a des totems et des machins là. Non, c'est interdit ça. Ah ouais, t'avais pas un nom d'animal avec un merde. Ça aurait été sympa. Alors du coup, ça avance, ça progresse. Donc du coup, voilà, il y a un bar. Avec Mehdi, voilà, il y a le bar. Mehdi, il vit sa vie. Ouais, Mehdi vit sa vie, je vis ma vie. Vous êtes un jour, jamais perdu de vue. Et puis, comment vous vous retrouvez en fait? On s'est pas perdu de vue, mais un peu, parce qu'il a traversé l'Atlantique, il est allé développer sa boîte aux États-Unis pendant 6 mois. Et là-bas, lui, prend conscience du problème du dérèglement climatique. D'habitude, c'est moi l'écolo des deux, mais il dit c'est pas trop sa tasse de thé. On se voit en terrasse. Là, il me parle d'effondrement écologique, systémique, Pablo Servigne, tout ça. Je dis, mais ça me raconte. Ça me paraît délirant, tu vois. C'est trop. C'est à l'américaine, quoi. Et alors, c'est un français, mais ouais, ça fait très scénario catastrophe apocalypse. À l'américaine, quoi. Et donc, du coup, je refoule un peu le truc, tu vois, trop violent. Je dénie, en fait, tout simplement. Et puis finalement, un jour, je suis dans le train, je regarde une interview de ce gars, je commence à croiser, à vérifier. Et là, je pleure beaucoup, souvent. Je suis des après-midi chez moi. Après un bouquin, un reportage, un article, et ça, de prendre conscience. Ça, juste avant, dans 2018, ça, c'est 2000, ça doit être 2017, 2018, ouais. Ouais,
Printemps 2018. Est-ce que ça veut dire, tu vois, par exemple, que, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'éco-anxiété ou des trucs qui peuvent freiner les gens à agir, et on en reparlera, mais est-ce que tout d'un coup, il faut quand même avoir digéré, pris conscience pour pouvoir rebondir, il faut chialer un bon coup pour pouvoir faire, quoi. Ouais, totalement. D'ailleurs, l'émotion de tristesse et même les pleurs, ça permet au cerveau de faire une remise à plat, une remise à zéro. Ouais. En gros, tant que t'as pas pleuré, ça sera toujours un caillou dans ta chaussure. Donc là, tu chiales et puis tu dis, ouais, faut faire un truc, j'ai envie de rendre les gens heureux et on peut faire quelque chose. Là, ouais. En fait, donc je prends conscience de la gravité du truc. Ça fait des années que j'entends parler de ces 2 degrés, que je ne comprends pas vraiment. Je me ça a dis, pas 2 l'air degrés en impressionnant. 2100, c'est rien, on s'en fout. Et donc, à ce moment-là, on commence à reparler et je dis, c'est trop gros, il n'y a rien à faire. On va se mettre à la campagne, on prend nos familles et on va apprendre à... Tu fais un puits, tu fais ton potager. Ouais, on va apprendre à cultiver, quoi, tu vois, l'autonomie. Et il me dit, moi, je sais pas planter un clou ni comment ça pousse une tomate. Si tu m'emmènes à la campagne, je suis mort. Et là, moi, ça me sort un peu de ma tristesse. J'explose de rire et je dis, ok, on tente un truc, mais vraiment, il faut qu'on tente le truc le plus fou qu'on puisse tenter. Et de là, donc, on ressort un projet, le projet dont je t'ai parlé tout à l'heure des cartons, celui de créer une entreprise qui crée des entreprises. Parce que ce dont on a pris conscience depuis toutes ces années d'entrepreneuriat, entre-temps, Mehdi, lui, il a fait des levées de fonds, moi j'ai fait des prêts bancaires, on a compris comment ça marche, le financement de l'entrepreneuriat. Capitalistique, tout ça. C'est ça. Et du coup, je lui dis, il faut qu'on crée un projet. Ce projet, comme on n'a pas d'argent ni de réseau, il faut qu'il y ait plein de gens qui puissent le rejoindre. Il faut que les gens deviennent copropriétaires et pas juste donateurs pour que le sentiment d'appartenance soit plus fort. Et donc, on augmente les chances que les gens aident le projet parce que c'est à eux. C'est une symbolique assez importante pour nous. Et il faut que, en tout cas dans la culture française, cette... pureté entre guillemets de la non-lucrativité, c'est-à-dire que quand tu crées de la richesse, tu la réinjectes dans ton projet, elle était aussi très importante pour nous. Donc du coup, on crée les bases de tout ça, mais quand on se lance, je veux dire, juridiquement, il n'y a pas de statut, c'est pas possible, ça n'existe pas une société commerciale à but non lucratif. Mais on se lance là-dedans en se disant... on va tenter le projet le plus dingue qu'on soit en capacité de faire et on aura fait notre part. Et à deux, ça vous fait je peux pas pas faire peur. de miracle. Ouais, ça vous fait pas peur de tous les deux ou... Parce que c'est aussi une manière, tu vois, ce qui est toujours compliqué, c'est de te dire, il y a un système de surconsommation capitalistique, de lucrativité, de profit qui nous emmène en fait dans le mur. Parce que... Et en même temps, on a besoin de l'argent et de ce système pour essayer de trouver une solution à ce propre système qui va dans le mur. Il y a une espèce de petite contradiction, mais que tu gères et tu te dis, c'est pas grave... ça nous permet quand même de faire quelque chose avec ça, quoi. Non, mais là encore, ça dépend comment tu vois l'argent. Soit c'est une finalité, soit c'est un moyen de faire des choses. En fait, l'argent, c'est du temps. Ça te permet d'acheter du temps. Liberté, si j'achète des carottes et des tomates, en fait, j'achète du temps à la personne qui l'a fait. C'est tout. C'est juste ça, l'argent. Donc, il faut être clair, je dirais, en tant qu'individu dans son rapport à ça. Et donc, dans le cadre de ce projet, ça a été de se dire, bon, il y a la sensibilisation, et puis il y a des gens qui ont du pouvoir d'influencer ou pas. Nous, du pouvoir financier, on n'en a pas. Donc, de toute façon, on ne peut pas influencer. On n'a pas de pouvoir politique, on n'a pas de pouvoir financier. Tu joues avec les règles du jeu en même temps pour essayer de le faire avancer de l'intérieur. En fait. C'est exactement ça. En fait, le parti pris, c'est de se dire, bon, c'est une expérience de pensée. Si je fais de la sensibilisation pour 8 milliards d'êtres humains, mais qu'une fois qu'ils sont tous formés, il n'y en a aucun qui change, en fait, j'ai passé des heures pour rien. C'est pas parce que tu sensibilises une personne qu'elle change, malheureusement. Et je te mets au défi déjà de changer soi, c'est déjà costaud. De changer sur tout ce qu'il faut changer, c'est une autre étape. Et une fois que tu as réussi à faire ça, va réussir à faire changer ton frère, voisin, ta sœur. ton frère, ta sœur et tes meilleurs potes. Déjà rien que ça. Déjà ça, c'est extrêmement dur. Mais alors, ton voisin ou un inconnu dans la rue, peu de chance. Et si je savais le faire, je ferais que ça tous les jours. Mais j'ai accepté que ça, je n'ai pas de pouvoir sur les autres. Donc déjà, on part de ce postulat-là. Ensuite, on se dit, bon, les gens, pourquoi c'est dur de massifier l'écologie ? En tout cas, les pratiques écologiques et la consommation écologique, encore plus. Beaucoup de gens venaient nous voir pour des conseils entrepreneuriaux en nous disant... de toute façon, c'est pas grave, mon produit va être plus cher, mais c'est pas grave, c'est plus écolo. Donc, les gens sont prêts à payer plus cher. Alors, c'est vrai, sauf que les gens qui sont prêts à payer plus cher, il y en a très peu.
Et donc, l'explication de pourquoi on n'arrive pas à massifier, elle est juste là. Pour être écolo, il faut dépenser plus. Il faut faire plus d'efforts. Soit c'est plus chiant, ça prend plus de temps d'être écolo. Quand tu vas acheter tes courses en vrac, mais tu peux pas avoir, voilà, ça demande un effort. La préparation, ça demande... Voilà. Et malheureusement, et c'est pas la meilleure vision de l'homme, mais malheureusement, l'homme n'est pas économisé de l'énergie. C'est ce qui a fait que l'humain a survécu à travers le temps. C'est un truc Donc qui est l'humain inscrit en nous est calibré pour être feignant. Ouais. Malheureusement. Mais c'est comme ça. Donc nous, en tout cas, on prend l'homme comme il est actuellement. J'espère qu'il changera, mais aujourd'hui, il est comme ça. Et donc on se dit, bon, dans un contexte d'urgence, avec un humain qui est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour massifier ? Et donc il y a eu cette idée de se dire, il faut que, sans rien changer à leur façon de vivre, il faut que les gens soient plus écolos. Je te donne un exemple dont on parle dans le manifeste Pisser sous la douche ne suffit pas, qui explique toute la philosophie du projet, mais il y a le cas, par exemple, donc, de 2 voisins. Il y a des îlots de chaleur en 2050 en France, il fait très chaud dans les villes, et donc il y a une personne qui est hyper engagée et qui ne veut pas acheter un climatiseur pour son appartement, parce qu'il sait que c'est de l'énergie et des gaz, etc. Donc il vient amplifier le problème. Pour son confort personnel, il amplifie le problème. Sauf qu'il y a un moment, cette personne, parfois, elle va avoir des contraintes extérieures qui fait qu'elle doit trouver une solution. En l'occurrence, cette personne, elle a un nouveau-né et un beau-père qui va canner aussi parce qu'il fait trop chaud. Donc, il y a un moment, il y a une pression familiale qui fait que... Il faut du frais, là. Il faut du frais. Donc, il décide d'aller chez Darty. Et chez Darty, il voit tous les climatiseurs. Et lui, on a de la chance, il a beaucoup d'argent. Et il peut se permettre le climatiseur le plus écolo. Donc, il le prend. La logique de Team for the Planet, ça a été de se dire, il faut qu'on trouve des nouvelles façons de faire des climatiseurs, par exemple, les plus écologiques possibles, pour que quand cette personne-là, elle va chez Darty, déjà, elle puisse trouver quelque chose. Sauf qu'il y a toujours ce frein de l'argent. Parce que son voisin, qui lui n'a pas d'argent et qui va acheter un climatiseur, lui, il va prendre le moins cher. Et le plus pourri. Exactement. Et donc, l'angle de Time, ça a été de se dire, il faut que une fois qu'on a fabriqué des climatiseurs écolos, on partage gratuitement l'innovation pour que tous les fabricants d'écolos aient accès à une innovation qui permette de décarboner, ce qui fait qu'on industrialise, on fait baisser les coûts, et tout d'un coup, c'est le plus écolo qui devient le moins cher. Les gens passeront au bio le jour où le bio coûtera moins cher que tous les autres produits. C'est tout. Les gens ont envie de prendre soin de leur santé et ont envie de prendre l'environnement. Ils ont ce frein financier et donc c'est ça qui fait qu'on ne peut pas massifier les consommations écologiques aujourd'hui. C'est ça le principe de Team for the Planet. Exactement. Et aujourd'hui, alors vous avez créé ça à 6, puisque autour du duo, il y en a 4 qui sont arrivés, chacun avec ses compétences, etc. Team a presque 5 ans. Oui. Quel regard tu portes sur cette aventure de 5 ans ? C'est quoi le résultat aujourd'hui ? Parce que je me souviens du point de départ, c'était 100 innovations, 1 milliard en 2030. C'était à peu près ça l'idée ou le fil. Ouais. Voilà. Bon, je suppose qu'on n'est pas tout à fait encore au milliard. Non. Mais voilà. Ça s'accélère. Concrètement, comment ça se passe ? Vous avez fait il n'y a pas longtemps en plus sur LinkedIn, je crois, parce que c'est vraiment votre réseau en LinkedIn. Oui. Une énorme campagne pour motiver plusieurs milliers d'entreprises à vous rejoindre, etc. Voilà, raconte-nous un peu, à date, où on en est là. En fait, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le fait de faire de l'actionnariat et pas des dons, c'était important pour nous parce que ça signifie que n'importe qui peut retrouver son argent. Tu possèdes des parts d'une entreprise, cette entreprise, elle a une activité économique, elle a des actifs, donc à tout moment, on peut racheter les titres des gens. Ce qui est hyper intéressant, que ce soit pour un particulier, tu peux te dire, pendant 10 ans, mon argent, je sais qu'il a servi à faire des projets et je peux le retrouver au bout de 10 ans. Ou si j'ai besoin de faire autre chose. Voilà. Et pareil pour une entreprise, ça vient pas gréver son compte de résultat, le don, ça rentre dans son bilan avec les actifs. Et donc ça, on pense que c'est une énorme force. À l'origine, en même temps, c'est quand même un peu particulier, on se dit comment on va trouver des grands actionnaires. Quand on se lance, un jour, il y a, au bout de quelques mois d'activité, il y a un gars qui nous dit « Ok, je vais mettre 50 000 €. » Déjà, à l'époque, nous, c'est juste fou. On se dit « Waouh, il y a un type qui est prêt à mettre 50 000 €, comment c'est possible ?» Sur un truc qu'on ne sait même pas exactement comment ça marche. Il n'y avait rien au début, il n'y avait rien du tout. Au bout de 4 mois, on lance un site internet, on lance le système de souscription. On n'a pas encore la forme définitive qui nous permet d'avoir des centaines de milliers d'actionnaires aujourd'hui. On est en SAS, on sait qu'on est limité à 150 personnes, mais il faut absolument faire un crash test avec une SAS, c'est ce qu'on peut lancer.
On lance le truc, on fait une conférence, il y a à peu près 200 personnes, je crois. On est en pleine grève, etc. C'est compliqué, mais il y a du monde. Et là, on commence à voir sur un fil d'automation, on voit tous les gens qui souscrivent à l'issue de la conférence, ce qui est hyper dur de faire payer les gens. Et pareil, là, on voit un gars qu'on ne connaît pas qui met 5000 balles. Là, tu dis, un gars qu'on ne connaît pas qui met 5000 balles... Qui a juste écouté la conférence. Qui a juste écouté la conférence, c'est fou. Donc ça avance comme ça, et petit à petit, on commence à trouver un peu, surtout Mehdi, des réseaux lyonnais. Et là, on a la famille, une grande famille lyonnaise qui vient et qui investit de nouveau un ticket autour de 50 000. Ouais, parce qu'il y a quelques qui a monté. Personnalités connues qui sont actionnaires à Lyon. Ouais. Ouais, il y a Olas, je crois qu'il y a Tsonga, il y a de la Clergerie. Enfin, il y a quelques personnes qui ont été... Est-ce que ça a été comme des... Pas des mentors, mais est-ce que c'est tout d'un coup des personnes aussi connues qui décident d'investir? Est-ce que ça aide en termes de marque, de notoriété, de confiance? Est-ce que ça change un peu le... Waouh, si eux, ils y vont... C'est évident, ça révolutionne pas tout. Nous, on avait un peu cet espoir que tout d'un coup, il y a une espèce d'appel d'air qui se crée, tout le monde s'en couvre, tout le monde suive. Non. Par contre, ça donne du sérieux, ça donne du crédit, ça donne de la confiance pour les gens. Notamment, quand Laurent Laclergerie est arrivé plus tard, ça a été le premier investissement à 7 chiffres. Et donc, ça, c'était de nouveau une étape. Quelques années plus tard, il y a eu d'autres investissements à 7 chiffres. Et là, on est sur 25 millions d'euros, peut-être même encore plus. Je suis peut-être même plus trop à jour. Il y a 125 000 actionnaires, je crois. Tout ça, on peut le suivre en direct sur le site internet parce que tout est transparent. Donc, le slogan du milliard d'euros, déjà, il a disparu. Pourquoi ? Parce que l'AMF, on avait beau leur faire comprendre que c'était un slogan et que ça permettait de montrer notre vision. Eux, ils sont très carrés, etc. Ça voulait dire qu'on faisait une levée de fonds d'1 milliard. Donc, du coup, ça a perturbé. Donc, on a été la mort dans l'âme, obligé de l'enlever. Il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais vous êtes plus ambitieux. » Si, on l'est toujours autant, mais on n'a plus le droit de s'en servir. Sinon, l'AMF n'aime pas. Donc, ça avance bien. Ça avance toujours. En tout cas, au-delà du montant levé, ce qui est intéressant, c'est que la première année, on nous disait « Mais ils sont où vos projets ? Pourquoi je mettrais de l'argent ? Vous n'avez pas de projet ?» L'idée, c'est quand même de l'argent pour que des projets sortent de terre. C'est ça. Et c'est quoi les premiers projets qui sont sortis du coup très concrets ? Est-ce qu'il y en a un que tu peux nous raconter en disant « Voilà, ça, c'est grâce à nous. Si sans nous, ça n'existerait pas. » Ouais. Il y a un projet, par exemple, dont l'ambition, c'est de tracter des porte-conteneurs. De réduire, en tout cas, de céder du vent pour réduire la consommation d'énergie pétrole de ces porte-conteneurs. Ce qui est fou, c'est que quand on est arrivé, ça faisait 7 ans qu'il y avait du travail qui était fait, mais globalement, par un profil qui n'avait pas forcément créé en tant que tel, développé des entreprises. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de stagiaires, etc. On a amené de l'argent, on a amené aussi une compétence entrepreneuriale, parce que ça, c'est un truc qui est... Vous avez joué le rôle d'incubateur un peu Non, justement, on va au-delà de ça. On adore la sensibilisation, la transmission, l'éducation, mais on ne transforme pas un profil plus technique en dirigeant d'entreprise et développeur économique. C'est vraiment des compétences qui sont totalement différentes. Moi, je ne suis pas ingénieur et je ne suis pas développeur économique. Moi, mes skills sont encore ailleurs. Il me faudrait des années, en fait, pour changer, pour devenir ingénieur. Donc, on part du principe qu'on va plutôt adjoindre une compétence entrepreneuriale et une compétence de développeur. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de venir renforcer une équipe que d'apprendre. L'incubation, c'est bien, on peut donner plein de théories à des gens, mais là encore, c'est pas forcément ça qui va faire. En soi, on aimerait bien, puis c'est une position très confortable que de dire j'incube. Je balance des cours, je fais venir des intervenants. Ouais, puis tu vois bien ce qui se passe. Nous, on s'est dit non, on n'a pas le temps, il y a trop d'urgence, il faut augmenter les chances que ça réussisse. Et donc, pour ça, c'est d'apporter une compétence entrepreneuriale. Et là encore, au début, on nous disait, mais donc ça, c'est sous-coté. Hein. Pour nous, c'est le cœur de ce que fait Time, mais on ne communique pas dessus parce que dans l'esprit de beaucoup de Français, il suffit d'avoir une bonne idée et de l'argent pour réussir. Mais nous, le nerf de la guerre, il est de trouver cette personne-là, que ça matche bien humainement, et c'est elle qui va développer. Et je me suis perdu, tu peux me reprendre ? Oui, l'idée, c'était sur le projet de tractage, je sais pas comment on dit. Et donc, du coup, les voiles pour les porte-containers. Au bout de 2 ans avec nous, il y a un proto qui fonctionne à petite échelle, etc. Mais il y a une accélération du projet.
Et avec tout le réseau Time for the Planet, forcément, quand tu as 125 000 actionnaires, quand on dit je voudrais rencontrer le ou la PDG de tel grand groupe, et tu arrives à remonter en interne vite, parce que tu as des actionnaires chez toi, chez Time, etc. Et donc là, il y a des projets maintenant de commencer à travailler sur des bateaux beaucoup plus gros. Là, le projet, surtout, il permet de tester l'IA, parce qu'en gros, c'est une IA qui va optimiser la tension qu'il y a sur la voile et donc la traction. Bon, c'est un lanceur. C'est juste une voile de kite, il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a pas de technique dans la voile. La voile, la technique, elle est sur le bateau et sur un ordinateur. Mais en effet, il va falloir monter en taille. Et donc déjà, en 2 ans, par rapport aux 7 ans d'avant, il y a une accélération. C'est génial de voir que ça sort et que ça arrive et qu'il se passe quelque chose. Oui. Et en même temps, on parlait tout à l'heure de la difficulté, de la frustration. Tu disais tout à l'heure qu'il y a une urgence. Comment est-ce qu'on gère l'urgence qui est toujours là et de plus en plus urgente, et en même temps le fait que tout a une inertie, que ça met du temps? Est-ce que ça te désespère parfois, ça t'agace, ça t'énerve, ça t'impatiente? Comment tu vis ça? Puis comment vit le groupe? Là, les 6, c'est un peu, tu sais, ça me fait penser au club des 5, sauf que c'est le club des 6, mais c'est assez impressionnant aussi, cette espèce de gouvernance que vous arrivez à maintenir avec un projet aussi important et que tout le monde reste motivé, tout ça. Ouais, alors déjà, il y a eu du mouvement quand même dans l'équipe. Ouais. Donc déjà, l'équipe, elle s'est constituée, c'est-à-dire qu'avant de créer Time, on discute beaucoup avec Mehdi, et à un moment, on se dit, il faut qu'on aille chercher des compétences que nous, on n'a pas. Donc on va chercher Laurent Morel, qui lui a développé un cabinet d'expertise comptable, donc il a une énorme rigueur administrative, juridique, comptable. Il a un très bon sens de l'humain, il sent les gens, il est très intuitif et il adore l'innovation, qu'elle soit technique ou pas d'ailleurs. Et puis Denis Galagarcia, qui lui a une formation d'ingénieur et qui a bossé dans le financement de l'innovation. Donc du coup, lui, c'est notre interlocuteur entre guillemets le monde des ingénieurs et le monde économique. Arthur Obeuf aussi nous contacte parce que lui, il s'est développé des communautés en ligne, il communique extrêmement bien. Ouais, ça a été dans le temps un peu d'ailleurs la figure de proue, si j'ose dire, Arthur. C'était un peu celui qu'on voyait, qu'on mettait en avant, entre guillemets, exactement, pour raconter l'histoire. Et ensuite, c'est Colline Debelle qui nous contacte, et elle a des compétences en relations médias et elle connaît l'écosystème entrepreneurial parisien, et on sait à ce moment-là qu'on en aura besoin, et que voilà. C'est bien de faire des trucs à Lyon, mais qu'il faut quand même un peu passer par Paris. Ouais, il y avait une grosse fierté à mettre le siège social à Lyon. On se disait que ça bougera pas, ça. A priori, non. Il n'y a pas eu de demande. Non. Mais en tout cas, déjà, il y a une équipe qui se constitue avec des compétences. On a tous soit développé, soit carrément créé des entreprises. Donc déjà, on a un socle culturel commun. Donc ça, c'est un truc qui est énormément important dans l'explication de comment on a réussi à faire ça. Parce que beaucoup de gens, ils essayent d'entreprendre en consacrant 5 à 10 heures par semaine à côté de leur boulot. Donc tu te dis, ok, tu as fait 10 heures de travail sur ton projet. Forcément, nous, à 6, tu as fait 50 heures par semaine, c'est 300 heures de boulot par semaine. Donc au bout de 6 mois, 1 an, déjà, tu as avancé. Et en plus, on a tous un passif entrepreneurial, donc on sait. Ça veut dire aussi, tu vois, c'est intéressant, c'est que souvent on dit... parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas évident. Tout le monde n'est pas fait forcément pour être entrepreneur. Et avoir deux... Tu sais, il y a un proverbe espagnol qui dit qui a 2 maisons perd la raison. Et en fait, souvent les gens se disent je me lance pas tout de suite, j'hésite un peu. En fait, tu serais plutôt du genre à on essaye, ça marche pas, mais le fait d'être sur 2 trucs, c'est trop compliqué à gérer. Ouais, mais tu vas voir, il y a des belles histoires d'ailleurs à ce sujet, c'est-à-dire que Mehdi et moi, on met de côté nos activités. Moi, mon bar, c'est là que je mets en place l'organisation libérée pour que ça s'autogère, etc. Libérer du temps aussi. Exactement, parce que je sais que je pourrais pas faire les deux. Je pourrais plus faire de service là-bas, et il faudra que je garde le minimum de gestion administrative. Mehdi s'organise, et une anecdote qui moi me touche, Laurent Morel, donc moi c'est un gars que je trouve extraordinaire et que je connais depuis que j'ai 3 ans. Donc tu parlais d'histoire de copains tout à l'heure, on s'est perdu de vue pendant des années, mais on s'est retrouvés des années après. Okay. Et depuis la maternelle, on se connaît. Et donc un jour, on va aller voir avec Mehdi, on va voir Denis et Laurent, on discute au restaurant, et en fait, ils sont tellement perturbés par ce qu'on est en train de leur proposer que quand on sort du restaurant, on marche 20 minutes sans se parler avec Mehdi, puis à un moment, il me dit je crois qu'on va devoir y aller à 2. Et moi, c'est mes potes, je sais qu'ils vont être utiles, et je suis toujours à défendre la veuve et l'orphelin. Je dis
Ouais, je peux pas les défendre tellement j'ai lu la peur, tu vois. Ouais. Parce qu'ils ont un bon boulot, une bonne situation, ils ont leurs enfants qui arrivent, ils sont en train d'acheter leur appart. Leur maison, elle est là, tu vois. Et ils te disent, non, les gars, je peux pas. C'est ça. Et voilà, et on commence à bosser, à potasser un peu le truc et tout. Et puis quelques mois plus tard, je vais chez Laurent prendre l'apéro et il me dit, sur le pas de la porte, il me dit, non mais Nico, je pense que je vais quitter mon boulot, je vais peut-être garder un tiers de temps comme ça. Alors déjà, moi, la nouvelle, elle est dingue, mais je sais pas pourquoi, mon seul réflexe, c'était de dire, mais pourquoi tu gardes un tiers de temps? Enfin, ton truc des maisons, c'est ça, quoi. Tu vas pas vraiment être avec nous, pas vraiment être avec ta boîte. Enfin, ça risque d'être compliqué. On descend prendre l'apéro, on parle de plein de trucs, on parle même pas de ça. Et quand on remonte, il dit à sa chérie, je vais quitter ma boîte. Et moi, tu vois, j'ai même pas eu l'entre-deux, quoi. Je fais, what? Et il quitte réellement sa boîte. Et donc, Laurent, pendant 2 ans, avec un gamin qui arrive, un prêt, tout va bien. Il a un deuxième enfant. Mais pour te dire, ça, c'est dingue, ce qui s'est passé pour lui. Quand Arthur nous rejoint, lui, à l'époque, il y a un fonds d'investissement qui lui propose de monter une énorme application de devenir directeur Europe du développement de ce truc, avec un très gros salaire. Et il dit non, parce qu'il veut du sens. Donc ça aussi, c'est ouf, le renoncement. Donc lui, il se lance à 100% avec nous, pareil, avec pas de revenus. Denis Galagarcia, c'est pareil, même situation globalement que Laurent, il quitte sa boîte et tout. Et donc on a vécu 2 ans sans se payer par Time for the Planet, quoi. En vivotant sur nos économies et avec Pôle emploi pour Denis et Laurent. Mais et d'ailleurs, sur la fin, bien, hein. Ils ont continué à travailler de longs mois à la fin sans Pôle emploi, donc cette fois sur leurs économies. Ce qui prouve, parce que maintenant Pôle emploi, en plus, c'est France Travail, au moment où d'ailleurs le gouvernement veut continuer à réduire les indemnités, c'est souvent une connerie, parce que c'est ce qui permet aux gens d'avoir un peu de sécurité pour continuer à créer. C'est-à-dire qu'en fait, tu mets davantage les gens dans la précarité en faisant un truc pareil, quoi. C'est des vraies fausses économies, je pense. Clairement, moi j'ai monté aussi mon bar, mais parce qu'il y a un dispositif en plus qui existe et qui fonctionne super bien, c'est que quand tu montes ta boîte, Pôle emploi te garantit tes indemnités pendant toute la durée de tes droits. Et clairement, si tu peux économiser ton salaire pendant 1 ou 2 ans, c'est évident que ça augmente les chances de succès de ton entreprise. Et aujourd'hui, moi par exemple, mon bar, il y a 5 salariés et j'aurais jamais pu les créer si... il n'y avait pas eu Pôle emploi. Message personnel pour le ministre des Finances. Si vous voulez favoriser l'entrepreneuriat, c'est une histoire de dingue ou le revenu universel, le revenu de base. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, oui, si tu peux financer des gens qui se lancent dans une activité, c'est important. C'est un truc de dingue. On pourrait passer un temps fou. Comme je disais, que tu avais quand même un parcours assez chouette. Alors, je voulais un peu terminer, mais parce qu'on peut à la fois pas terminer, on peut passer un temps dingue, mais c'est que à la fois c'est beaucoup de ton temps, beaucoup de ta vie, beaucoup de ton énergie. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, pour des raisons personnelles qui ne sont pas forcément secrètes, on a dit qu'on pouvait en parler, mais tu étais un jeune papa, ce qui explique la mine un petit peu, ça va, mais ça ne dort pas encore beaucoup. Et c'est tellement aussi un projet important de vie, etc., c'est que tu as décidé de mettre un peu en suspens un certain nombre d'activités de team pour à la fois t'occuper davantage de ton enfant, retourner un peu dans ton activité au bar. Comment est-ce qu'on t'explique ça? Est-ce que c'est-à-dire que c'est des périodes, des priorités tu vois, c'est à la fois génial et en même temps, c'est... Comment ils ont vécu ça? En fait, j'ai totalement eu ton histoire des maisons. C'est-à-dire que finalement, j'avais un bar qui fonctionnait globalement bien sans ma présence. Néanmoins, avec le temps, ça s'essouffle un peu quand ta présence commence un peu à manquer parce que c'est un cadre rassurant. Toi, tu es le dirigeant, tu sais où tu veux aller, tu portes une vision. Et quand les salariés n'ont plus forcément la vision, ils peuvent être un peu en difficulté. On s'est tapé le Covid, donc ça a été dur pour une équipe qui aime faire du service. Bref. Donc je voyais ça un tout petit peu utilisé, donc j'essayais d'y consacrer du temps. Mais bon, tu penses bien qu'avec 50-60 heures par semaine pour Time, c'était hyper dur d'avoir beaucoup d'énergie. En plus. J'ai eu des problèmes de santé. Je fais toujours passer moi après les autres. Et donc là, ça m'a rattrapé parce que des problèmes de santé assez graves. Et j'avais un enfant qui allait arriver. Et donc en fait, à ce moment-là, je me dis, bon, j'ai 4 chantiers. J'ai mon bar, j'ai Time, j'ai ma santé, j'ai mon enfant. J'ai 4 maisons en fait. Qu'est-ce que je fais Et donc à la fin, la conclusion, ça a été de se dire, les gars, pour l'instant, il faut que je suspende ma présence à Time parce que ces autres chantiers, je vais mettre en vente mon bar, comme ça au moins j'aurai plus cette charge mentale. Je vends une de mes maisons.
Mon enfant, si je veux préparer la maison de son arrivée, une fois qu'il sera arrivé, qu'on aura un rythme, qu'on saura un peu, déjà, pareil, ça sera une maison en moins. Et mes problèmes de santé, il faut que je consacre du temps à enquêter, parce que quand tu es en errance médicale, que personne vraiment s'occupe de toi, il y a un moment, là encore, il faut aller frapper aux portes, il faut aller chercher, il faut trouver les gens qui ont envie de s'y consacrer pleinement. Et donc potentiellement, là encore, une fois que ça sera traité, je pourrais revenir. Mais pour avoir vraiment l'esprit tranquille, ça a été de me dire, on part du principe que je dépose mes mandats et ma paye qui va avec. Et j'ai jamais été aussi bien payé de ma vie, même si c'est pas du tout des salaires mirobolants. Hein. On a décidé de les caper à 4 SMIC. Mais en fait, j'ai mis tout ça de côté. J'ai pas de revenus, parce que quand tu es entrepreneur, t'as pas Pôle emploi pour le coup. Je t'explique pas ta future retraite. Hein. Je me laisse tomber, j'y pense même pas, sinon je vis pas, je pense, mais je continue à me laisser porter par ces fameux vents et marées, coûte que coûte. Mais en tout cas, je prends une décision assez folle de me dire, je priorise moi, mon enfant, mon activité. Ce qui est pas évident. Même si j'ai pas de revenus. Donc, Et d'abord, c'est important, certainement, que tu aies trouvé le soutien et de ton entourage immédiat, etc. Mais même pour un entrepreneur qui a un projet aussi fou, aussi puissant, parce que c'est pas, tu vois. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça peut te manquer, ou est-ce que tu as totalement confiance de toute façon dans l'équipe? Est-ce que le truc, il est plus fort que toi, donc il est déjà lancé, il continue? Est-ce que, voilà, tu vois, comment tu te sens? Tu le fais assez sereinement, quoi. Déjà, je pense qu'il faut... Je pense que tout entrepreneur ou entrepreneuse devrait se poser la question, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est un projet? Et moi, je fais déjà bien la part des choses. Time, c'est pas moi. Ouais. J'ai mis une énergie dingue, j'ai poussé une vision, une philosophie. Bien évidemment que je crois toujours fortement en ce projet. C'est juste que factuellement, j'arrive pas à m'occuper de 4 maisons en même temps. J'ai plus 20 ans et j'étais en train de mettre ma santé en jeu. Donc pour l'instant, je suspends. Le projet, en effet, une fois que c'est lancé, c'est quand même déjà beaucoup plus stable et il y a moins besoin de régler les détails comme tu en as besoin beaucoup au début. Donc là, pour l'instant, c'est lancé. Que je sois présent ou pas, quelques mois de plus ou de moins, c'est pas ce qui va le mettre en péril. Okay. C'est exactement le même système que pour le bar, quoi. Une fois que le cadre il est là, ça roule en partie, quoi. Ça roule. Dans le détail, ça marche pas. D'autres urgences, d'autres priorités qui sont importantes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour demain? Est-ce que c'est une question qui semble un peu bête, mais en même temps tellement importante quand on est parent. Est-ce que le fait comme ça d'avoir un enfant, le fait de l'imaginer, le projeter dans demain, puisque l'idée c'est demain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es, toi, plutôt, qui est hyper au fait de tout ce qui se passe, plutôt optimiste, plutôt confiant sur la capacité qu'on va avoir à trouver les solutions, à inventer, à s'en sortir face à une situation qui est quand même complexe? Est-ce que tu gardes, et si oui, comment tu fais pour garder l'espoir pour demain? Alors moi, on peut revenir presque sur ma rando, mais ce qui m'anime, c'est le lien humain. Qu'est-ce qui fait que des humains font société? Qu'est-ce qui fait qu'on vit ensemble en paix? Vraiment, on devrait se lever, on pourrait se lever, chacun fait ce qu'il veut, mais on pourrait se lever tous les jours en voyant le miracle que c'est que de vivre à aussi nombreux les uns sur les autres et globalement à ne pas se taper dessus. Ça, moi, je trouve ça absolument fou. Vraiment. Quand tu vois que rien que des fois, dans une toute petite équipe de 3, 4, 5, on va se foutre sur la gueule, je veux dire, quand même, globalement, à l'échelle de la planète, autant de paix tous les jours, c'est fou. Donc déjà, ça, c'est un peu mon fer de lance. Et de me dire, qu'est-ce que je souhaite pour la suite? Je pense que le monde va être vraiment chamboulé. Je ne sais pas si c'est les scénarios apocalyptiques qui sont parfois présentés. Alors pas au niveau des faits scientifiques, hein. Au niveau des faits scientifiques, ça va être l'apocalypse. Il va faire extrêmement chaud, faut s'habituer à vivre à 50-60 degrés à Lyon, ce qui est le climat au Maghreb, hein, quand même. Ou à Rio ces jours-ci, quoi. C'est pas rien, non mais vraiment, c'est le fait de mourir de chaud, c'est pas une expression. On peut mourir de chaud de deux façons, soit parce que le corps n'arrive pas à transpirer, parce qu'il y a plus assez d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, donc en fait, transpirer, c'est un moteur de survie, hein. Donc en fait, on meurt de chaud de cette façon-là, soit parce qu'on se dessèche, à l'inverse. Donc ça, c'est des situations qui vont arriver. Il y a déjà des morts en Asie, notamment dans les périodes où il y a trop d'humidité, trop de chaleur. Il y a des gens qui meurent de chaud, littéralement.
Donc, nous, l'humain, ok, peut-être qu'on pourra s'adapter un peu, voilà. Mais sauf que la nourriture qu'on mange, elle n'a pas le temps de s'adapter. Le réchauffement climatique va beaucoup trop vite. Donc, il y a des scénarios catastrophiques. Et ce qui est assez flippant, c'est de, en effet, se rendre compte que des gens qui ont des pouvoirs, euh, qui ont le doigt sur des boutons pour accélérer ou freiner des choses, ne le font pas. J'allais dire, on n'en a pas du tout parlé, mais t'en veux un peu aux politiques en général de Non. la non-prise de conscience ou de Non. l'incapacité à aller plus vite et à t'aider à aller Non, plus parce que vite. déjà, je suis pas dans leur tête et je ne sais pas s'ils ont conscience ou pas. Je leur laisse le bénéfice du doute et je pars du principe que les gens font toujours de leur mieux, avec le niveau de connaissance qu'ils ont. Ouais, ou de possibilités. Et de possibilités. Ou Parce que entre les politiques, Ouais. les administrations, le bout la du complexité bout, de tout. tout est extrêmement complexe. Déjà, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, j'en veux à personne et je pense que c'est l'inverse. Il faut encourager les personnes qui font bien. Et même si c'est pas parfait, il faut encourager. Si on reprend l'exemple des colos, une colo, c'est une mini-société. Quand tu as un directeur ou une directrice qui va mettre en place une sorte de politique de la terreur, il va avoir des enfants qui osent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur de se faire engueuler. Quand tu mets en place une politique, quand un enfant fait pas assez bien mais qu'il est quand même encouragé, il va faire mieux et son camarade va faire encore mieux, etc. Et tu crées un entrain. Donc c'est vraiment une manière de faire. Donc je pense que déjà, il faut encourager tout ce qui va dans le sens du mieux. Et moi, pour demain, je pense que dans un monde... Parce qu'on était parti sur un truc positif, là. On était sur un truc un peu raide, quand même. Mais donc, l'espoir, il est... Je vais y revenir parce que un des trucs... Et toi aussi, tu m'as fait venir en disant ça m'intéresse qu'on parle de planète. Faut savoir que nous, ce qui nous anime à Time, c'est pas la planète, notre levier fondateur. C'est la vie paisible, pacifique en société. Parce que le jour, je parlais de nourriture, où t'as pas assez à manger, où les gens ont peur de pas se nourrir, voire pire, de ne pas nourrir leurs enfants, là, ils sont prêts à se taper dessus. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec les réfugiés climatiques, avec tous ces gens Exactement. qui sont prêts à traverser la Méditerranée juste parce qu'ils veulent sauver leur famille, en fait. Exactement. Et donc, l'espoir que j'ai, c'est que, dans un scénario catastrophe, il y a, et on le voit dans les temps de guerre, quand tu étudies un petit peu ces systèmes-là, ou par exemple pour les réfugiés, etc., ils arrivent à reconstituer des écosystèmes sociaux. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas seuls, ils arrivent à retrouver des gens, donc ils arrivent à se loger, ils arrivent à travailler, ils arrivent à se nourrir, etc., alors que globalement, ils ont tout perdu. Ils ont traversé des continents entiers avec un téléphone et une carte d'identité au mieux. Donc en fait... Et pour autant, j'imagine qu'ils ont des moments où ils rient, où ils chantent. Et en temps de guerre, c'est pareil. Sous les bombes, on peut rire et chanter et passer un moment festif. Donc moi, mon espoir, il est que la situation va être absolument catastrophique, mais qu'il faut qu'on arrive à garder en tête le fait que faire société, faire lien ensemble, c'est ce qui compte le plus que tout. Si on regarde, pour les politiques, il y a un type de politique qui m'énerve particulièrement par contre, et ça je le dis, c'est ceux qui vont utiliser le fait qu'on a 10% de choses sur lesquelles on ne sera jamais d'accord et qui vont uniquement appuyer là-dessus. Et moi j'aurais tendance à dire, n'oublions jamais qu'on a 90% de choses qui font qu'on est d'accord pour vivre ensemble. On a plein de choses en commun. Et on devrait... Tous ceux qui exacerbent, qui mettent l'accent là-dessus. On devrait vraiment... tout le temps avoir en tête qu'on ne sera jamais d'accord sur 10, mais on a 90 en commun. Parce que c'est ça qui nous permet de maintenir ce lien social et de faire la paix et de vivre en société. Et donc, même dans une catastrophe, à partir du moment où tu gardes ça en tête, tu te tapes pas dessus et tu peux t'en sortir. Tu augmentes tes chances d'en sortir. On pense souvent que dans une catastrophe, les gens, c'est l'homme est un loup pour l'homme, machin. C'est pas vrai. Les scènes d'évacuation du World Trade Center, elles le démontrent, alors que les gens savent qu'ils vont tous mourir. Et ben, ils gardent leur calme et ils s'entraident. Ça, c'est un truc qui a été prouvé par les sociologues. Oui, et ben, j'aimerais vraiment qu'on arrive à... Et on revient au point de départ sur la confiance que tu as dans la nature humaine. Écoute, c'était trop bien. C'était hyper sympa de renouer le dialogue comme ça avec toi. Peut-être juste un dernier mot. C'est un peu la question de la fin. Si jamais tu devais penser à un invité pour le prochain numéro, là, si tu étais à ma place, qu'est-ce qu'il y a dans ton entourage, une personne, quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies, tu dis, lui, il faudrait vraiment l'inviter parce qu'il a plein de choses à nous dire. Bah moi ce serait Mehdi Colli parce que comme je te disais l'entrepreneuriat il vient de lui et outre le fait qu'il est aussi cofondateur de Time for the Planet, il a une vision de la société qui est très intéressante et lui sur l'entrepreneuriat, le passage à l'action il est époustouflant. Tu me prends un peu de cours, c'est lui qui me viendrait. Après
Moi, une de mes références dans le monde, c'est Donald Duck pour son sens de l'abnégation et du sacrifice et le fait qu'il se donne tout le temps pour les autres. Mais bon, je sais pas comment tu peux inviter Donald Duck. Ou pas, non? Bon, bah écoute, je reste là-dessus. Non, je t'en prie, c'est top. Un grand merci, Nicolas. Et puis, on va évidemment continuer de suivre Team for the Planet. Merci à toi, en tout cas. Je t'en prie. Ciao. À bientôt.